J'ai appris que Patrick Sabatier invitait Borniche. Alors je me suis dit, si Patrick aux dents blanches invite Borniche, je vais être jaloux, c'est pas possible. Alors déjà, j'essaye d'aller chez le dentiste régulièrement pour avoir les dents encore plus blanches que lui. Mais en plus, il invite un détective. Eh bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en inviter deux. Alors c'est ce que j'ai décidé de faire ce soir. Ils sont là pour répondre à vos questions. Alors il y en a un qu'on appellera Colombo, c'est pour rester incognito. Ouais, c'est pour rester incognito, ouais, j'ai pas envie de dire mon nom. Là. Et puis on a Gilles qui est en face. Bonsoir. Et toi, tu nous as donné ton vrai prénom. Voilà, Gilles, oui. Comment vous êtes arrivé à faire ce boulot? Est-ce qu'avant vous étiez flic, vous avez trop bu, et puis on vous a viré, alors vous êtes dit Damned, eh bien je vais être détective privé puisque je ne peux plus être dans les flics? Non, pas du tout. J'ai fait mon école dans une agence de détective dans Paris. Mais tu as décidé tout de suite de faire ce travail-là? Bah oui. Enfin, je sais pas, à partir de 18-19 ans, tu te dis tiens... Ah non, on m'a mis ça dans la tête. C'est des collègues qui faisaient ça et ça m'a pris. J'ai suivi leur exemple et j'ai fait l'école, une formation. Quand, de loin, si tu essaies de te souvenir un petit peu, ça doit être difficile quand on ne sait pas trop ce que c'est ce boulot de se dire tiens, je vais être détective privé. C'est pas en regardant Starsky Hutch ou je ne sais qui à la télé ça donne envie d'être détective privé, ou alors je pense qu'on est vite déçu. Non, ça c'est une caricature. C'est pas du tout ça. Le détective français n'est pas du tout le détective américain qu'on voit à la télé. Ouais. Alors donc tu as décidé d'être détective, et comment faut faire après? École privée, c'est ça, ouais. Avec des diplômes de sortie, école privée, des choses comme ça, qui sont reconnus dans la profession? Qui sont reconnus dans la profession et par les syndicats, mais qui n'ont aucune valeur officiellement. Ouais. Bien, et toi, Esther Colombo? Moi je dirais pas comment j'ai fait pour faire ce travail. Non, parce que je l'ai fait d'une façon tellement particulière que dans la profession, on va arriver avec des gros sabots. Mais sinon, je dirais qu'il y a beaucoup de cas de figure. Hein. C'est un métier qui est tellement particulier, tellement marginal, qu'il y a énormément de cas de figure. Ça peut être effectivement un gars qui a karaté un concours police, ça peut être quelqu'un qui a fait des écoles. Il y a 2 écoles en ce moment sur Paris qui préparent à ce travail. On voit des pubs un peu partout dans les canards. Bon, c'est des écoles qui forment des gens à peu près compétents. Bon, je peux pas dire que ce soit des bêtes, les mecs qui sortent de là-dedans. Ceci dit, ils savent plus que quelqu'un qui ne sait pas du tout. Alors le minimum de formation, c'est quoi? Donc, savoir un peu de droit, tu nous disais tout à l'heure. Il faut un peu de droit, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les qualités requises pour être détective? Les qualités requises, il n'y en a pas. Ceci dit, les qualités qu'il faudrait avoir, c'est surtout être démerdard, parce que c'est un boulot où il n'y a pas... Ça s'apprend pas, ça? C'est inné? Voilà, ça s'apprend pas. C'est pour ça que... Alors c'est délicat, C'est délicat, c'est vrai. Et comment on fait pour voir qu'un mec est plus démerdard qu'un autre? On le met au pied du mur? On le voit pas, c'est ça. C'est qu'on va le voir sur le terrain. On lui demande une enquête, on lui demande, je sais pas, d'avoir un renseignement sur telle ou telle personne, ou quelque chose comme ça. Et puis, où il nous le donne, ou il le donne pas. Et puis, à force de chercher des renseignements, il va savoir comment on fait pour les trouver. Et puis, bon, il va finir par être un détective, quoi. Ok. Et ça prend combien de temps pour s'installer dans ce métier, et puis ça dépend surtout par qui on est lancé, c'est-à-dire par quel cabinet on fonctionne. Si on bosse dans un petit cabinet, je sais pas, on aura peut-être moins de chances de percer. Ou alors, même dans un petit, si on peut devenir collaborateur du directeur. Donc à ce moment-là, on va partir assez vite parce qu'on va être tout de suite dans les coulisses. Parce que c'est quand même un cercle vachement fermé, ce qui fait que entre eux, les détectives sont pas très gentils. Il n'y a pas une super ambiance, ce qui fait que le gars qui sait comment faire telle ou telle enquête, il va peut-être pas forcément le dire au gars qui vient d'arriver. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'agences en France. Il y a beaucoup d'agences en France, on est environ 2000 sur la France. Enfin, des détectives, je parle. Bien, Troubadour, tu es parmi nous. Salut Titi. Salut monsieur. Alors salut Colombo et puis... Salut. Ouais, alors j'ai quelques petites questions à vous poser là. Alors j'aimerais savoir quelles sont les questions que vous traitez le plus quotidiennement. Les questions, c'est-à-dire les affaires, tu parles? Ouais, les genres d'affaires. Bah on a, en gros on a 15% de cocu, enfin on appelle ça le cocu, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a le reste partagé entre enquête privée et enquête commerciale. Alors enquête privée, c'est par exemple le père qui vient nous voir en disant voilà, ma fille côtoie un mec, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas s'il est fréquentable ou pas, s'il a déjà été marié, s'il a des gamins, etc. Ah ouais, d'accord. Et le commercial, c'est généralement, ça se cantonne à la concurrence déloyale et aux enquêtes avant embauche. Mais enquête avant embauche, c'est pour des cadres, des postes de directeurs, des choses comme ça. C'est-à-dire, faire des enquêtes pour savoir si le CV il est exact, et puis pour savoir un petit peu comment les gens vivent, quoi. Ah ouais, d'accord. Et la majeure partie du temps, vous rendez des dossiers avec des photos, on demande des dossiers avec des photos dans la mesure que c'est utile, hein. C'est-à-dire qu'il y a une filature, quand il y a des enquêtes, on n'a pas besoin de photos. Hein. Ouais.
Mais si on peut avoir une photo, c'est aussi bien. Oui, si on fait une enquête de voisinage et qu'on a une photo, c'est pratique, oui. Ouais, c'est-à-dire vous avez toujours votre petit appareil de photo On devrait l'avoir souvent, oui. En tout cas, on l'a dans le véhicule, oui. Ouais, d'accord. Et c'est quoi les difficultés principales que vous avez? Bah, c'est le temps déjà, parce que il est long. C'est-à-dire qu'on reste souvent en planque dans les filatures, on reste souvent en planque très longtemps. Est-ce que c'est temporisé les enquêtes? Est-ce qu'au départ, le client il dit tiens, moi je veux savoir un renseignement et je vous donne 3 à 4 jours? Ça dépend toujours dans quel cadre c'est. Si c'est une enquête ou si c'est une filature. Bon, si c'est une enquête, généralement ça se passe au forfait. Les autorités n'aiment pas trop qu'on travaille au forfait, mais bon, on travaille au forfait. Sinon, pourquoi ils n'aiment pas ils aiment pas parce que ça, c'est pas au niveau des services, si tu veux, c'est pas clair, la prestation, elle est pas claire. Il y a pas un renseignement, c'est pas comme 3 baguettes égale 10 francs. Ils aiment pas tellement, quoi. Il y a le service des fraudes, là, les prix, la concurrence des prix qui est venue nous voir. Par exemple, on voulait un petit peu linéariser les prix dans la profession, c'est-à-dire faire un tarif qui soit tous pareils, etc. Bon, et la concurrence n'a pas voulu qu'on fasse ça parce qu'il n'y a plus de concurrence. On a des syndicats, nous, on est syndiqués, mais bon, on l'est tous, si tu veux. On est tous pratiquement patrons, donc il serait assez facile de faire des tarifs exorbitants, quoi. Donc c'est pour ça que la concurrence des prix... mais on s'intéresse pas mal à nous, au niveau État, on est quand même pas mal contrôlé. Ah ouais, d'accord. Ouais, ta question c'était quoi? Moi c'était des difficultés. Hein. Alors, il y avait le temps. Les difficultés, le temps, je te parle le temps en heures, hein, parce que sur les planques, sur les filatures, c'est long, quoi. C'est long. Moi, il m'est arrivé de rester 12-14 heures et ça m'arrive encore assez souvent. Ah ouais, vous passez vos nuits devant les... On peut passer une nuit, oui. Ah, ça peut arriver. Dans un mois, on arrive à faire 1 ou 2 nuits quand même, surtout sur les adultères, puisque bon, à 6 heures, on fait le constat. Alors comment ça se passe un constat d'adultère? Parce que un constat d'adultère, je vais passer le... Vous êtes perché à un arbre et vous regardez la fenêtre. Ouais, c'est presque ça. Ça nous arrive de monter sur le toit, ça nous arrive d'aller voir le voisin d'en face pour regarder par sa fenêtre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, pour l'adultère, je vais te passer le collègue. Voilà, non, le constat d'adultère, c'est très simple. À 6 heures du matin, le commissaire, l'huissier arrive. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chercher les gens qui sont mandatés et assermentés pour constater une infraction. Mais il faut que le commissaire et l'huissier, mais nous bien sûr pour désigner un commissaire se déplace pour le commissaire de quartier, si c'est dans Paris, ou le commissaire de la ville dite. Ouais, d'accord. Les types ils sont en train de prendre leur petit déjeuner et tout, ils voient Bien souvent ils sont pas levés à cette heure-là. À 6 heures du matin, généralement ils sont au pieu. Ah d'accord. Et c'est pour ça qu'on peut travailler. Il y a l'huissier qui s'amène et tout. Ah ouais, l'huissier, commissaire, carrément. Ça rigole pas là. Il n'y a jamais de problème, les gens gueulent pas, il n'y a pas de coups qui partent. Les gens gueulent, ouais, ceci dit, c'est vrai qu'un commissaire et un huissier, c'est quand même assez impressionnant. Généralement, il y a en plus de gardiens de la paix et éventuellement un serrurier. Ouais. Donc les gens savent très bien pourquoi les gens viennent. Et puis s'il y a un serrurier, ça veut dire qu'il y a possibilité d'entrer dans l'appartement. C'est pour ça que l'huissier est là, oui. Mais enfin, il faut une commission rogatoire quand tu veux rentrer dans un appartement. Ouais, mais bon, là, tu as fait l'appel à la force publique pour un constat d'adultère. Tu n'as pas de commission rogatoire. D'accord, mais enfin, tu peux pas, si quelqu'un refuse de t'ouvrir sa porte... tu as le huissier, si, absolument. Le commissaire... ça me paraît étonnant, ça, parce que... même des flics sont pas assermentés pour tout et pas pour rentrer. Enfin, je pense pas pour rentrer dans un appartement comme ça. C'est sûr que c'est très dur pour rentrer chez quelqu'un par la force. Une commission rogatoire, c'est le préfet qui doit... Non, le commissaire a déjà une ordonnance. Ouais. Avec cette ordonnance, il a le pouvoir, étant donné qu'il est officier, de faire ouvrir la porte par un serrurier. Mais ça arrive très rarement. Hein. Les gens ouvrent tout le temps. Oui, parce qu'évidemment, il ne peut pas se douter de ce qu'il y a derrière la porte. Quoi. Voilà, ouais. Je ne doute pas que c'est un constat général. Enfin, vous avez dû voir des surprises, alors, des cas assez fous, de gens qui ne devaient pas trop comprendre. En fait, non, pas vraiment, parce que nous, dans ce cas-là, le constat, on n'y est pas. Il faut bien dire ce qu'il y a, mais le constat, on reste en bas. On est dans l'ombre. On est dans l'ombre. Ah, si le mec il a un flingue sous son oreiller. Donc en fait, la personne. flingue pour un constat d'adultère, c'est un peu hors proportion. Non, enfin, il y a des fous. Ouais, d'accord, mais enfin. Mais il y a des fous, on s'en fout. Il y a un commissaire, un huissier, de gardien de la paix, ils sont là pour ça. C'est ça qui restent en bas, comme ça, c'est les flics qui se font tuer, ils sont tranquilles. Voilà, puis éventuellement, le mec passe par la fenêtre, ce qui peut arriver si c'est un étage assez bas. Ouais. Et puis là, bon, notre constat sert plus à rien puisque le mec est plus là, on peut plus rien faire. Donc là, nous, si le mec passe par la fenêtre, on est assez grand pour lui dire de rester là. Est-ce que vous est déjà arrivé de donner des renseignements à la police comme ça et que
lorsque les flics sont arrivés, il n'y avait plus rien, le type était parti, quelque chose comme ça. Il nous est arrivé de rater notre constat, surtout parce que le gars part avant 6h du matin. Ça doit être dur, ça doit être très très dur, ça. Ouais, c'est dur, ouais. Surtout que bon, on est grillé sur l'affaire. Hein. Une affaire grillée, ça veut dire qu'on est reconnu, quoi. Si tu veux, on sait qu'on suit une personne, etc., qu'on veut faire un constat. Ouais, ça arrive qu'on se trompe aussi de personne parce qu'il y a des gens qui se ressemblent et qui habitent pas loin dans le même quartier, etc. Ça arrive que le gars s'en aille et puis comme c'était un immeuble, le gars il descend directement au garage et puis on ne va pas sortir. Et dans ce cas-là, vous essayez de retrouver un autre jour Ah bah dans ce cas-là, ouais, on laisse tomber l'affaire un mois ou deux et puis on la reprend après au bout de 2 mois et puis généralement on la saute. Enfin, on l'a fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Ouais, mais les clients, ils sont si... Ils attendent... les clients, ils sont bien obligés de faire ce qu'on... Ils nous demandent de faire une mission, mais bon, ça n'empêche pas qu'ils peuvent pas la faire sans nous. Hein. Et ça représente combien d'argent pour un mec cocu qui veut savoir si sa femme... ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend du lieu géographique déjà. Si ça se passe loin de Paris, c'est-à-dire loin du cabinet, bon, nous on est payé aux heures et au kilomètre. Hein, donc... ça peut se passer n'importe où en France. Si jamais sa femme part à Marseille, absolument. Ça arrive d'ailleurs, pas à Marseille même, mais ça m'est arrivé dans ce coin-là, effectivement, partant de Paris, de suivre un gars et d'aller retrouver une nénette là-bas à l'hôtel et puis de faire le constat à 6h. Ouais, ça peut même aller à l'étranger dans ce cas-là. Je sais pas au niveau des ordonnances si on peut intervenir à l'étranger. À mon avis, c'est pas évident. Ceci dit, si le gars voit une nénette à l'étranger, je pense ils vont se revoir en France et puis là, on va les avoir, quoi. Et dans la pratique, alors les filatures, ça se passe comment uniquement? Bon, la personne prend une bagnole, tu fais une filature en bagnole ou alors tu essaies à l'avance de savoir quelle est sa destination pour la précéder ou la retrouver? Ouais, il est évident que si on peut savoir sa destination, c'est formidable, mais dans ce cas-là, la filature devient nulle. On se met en planque au lieu de destination et puis c'est fini. Bon, la filature, elle est justement au niveau de l'enquête, on a besoin d'une adresse, on ne sait pas où il va, et puis bon, là, on est bien obligé de le suivre. Est-ce que c'est pas difficile de suivre quelqu'un en C'est effectivement difficile, et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, et puis ils ont essayé de faire suivre telle ou telle personne, même dans des enquêtes, hein, des pères qui font suivre leur fille ou leur fils, et ils ne se rendent pas compte que suivre une personne, c'est même une affaire professionnelle. Hein. C'est un truc idiot. Bon, il y a des feux rouges, il y a des flics, il y a des gens, il y a la circulation, c'est une affaire professionnelle. Justement, dans vos filatures, vous n'avez pas des plaintes de personnes qui sont enfin, je sais pas, qui sont gênées J'ai pas compris ta question. Là. Est-ce que vous n'avez pas des plaintes, par exemple des gens qui sont, par exemple quand vous mettez un endroit, si vous les gênez ou je sais pas. Ah, tu veux dire que les gens ils nous voient dans notre voiture et puis ça les inquiète? Non, je sais pas, non, enfin quand vous faites une filature ou quelque chose comme ça, oui. Vous n'avez pas eu des cas où il y a eu des plaintes ou Des plaintes par qui? Qui c'est qui porterait plainte? Bah, je sais pas, des gens, des voisins qui sont réveillés, ou tout comme ça. Qui sont réveillés? Ça va pas faire trop de bruit, non, en fait, a priori c'est pas ça qui est recherché, quoi. Ouais, enfin. Ouais. Tu veux dire des mémés inquiètes qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ces types qui traînent là? C'est des cambrioleurs. Non, le cliché de l'appareil photo, hein, faut qu'il soit révolu quand même. L'appareil photo, on prend très rarement des photos, c'est risqué, c'est dangereux, c'est dur de prendre une photo. Donc on n'en prend pas beaucoup. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille. J'ai dû prendre 3 ou 4 photos, c'est tout. Hein. Mais ça sert quand même de preuve, je veux dire. Ça sert de preuve de rien du tout. Ça nous sert, nous, dans notre enquête. S'il y a un gars qui bosse sur une affaire, il prend une photo, ça lui permet avec la photo de la refiler à un copain ou un collègue. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'état 2 pour identifier la personne, quoi. Et comme ça, dans des affaires, vous n'êtes pas arrivé à vous infiltrer dans une affaire parallèle, quoi, ou enfin, un truc plus gros que... Ouais, alors ça arrive, effectivement. Ça arrive à tout le monde dans la profession de tomber sur des choses beaucoup plus grosses que ce qu'on attendait. Justement, c'est souvent par l'adultère qu'on tombe sur des grosses affaires. Bon, à ce moment-là, on lâche tout de suite. Hein. Et puis, selon le détective, ou il refile ça aux flics, ou il refile pas. Personnellement, je refile pas aux flics. Ah, tu cherches à aller plus loin ou tu Non, moi, je laisse tomber. S'il y a un gros truc, je laisse tomber. Je dis à la cliente ou au client que je peux pas faire son affaire. Et puis, c'est terminé. Je lui rends ses sous. Et puis, je laisse tomber l'affaire. Ah ouais, d'accord. Parce que ça me concerne pas. Hein. Et puis, on n'est pas des indices de flics non plus. Hein. Si on tombe sur une grosse affaire, c'est leur problème. Ils ont qu'à faire leur boulot. Hein. C'est pas... Ouais. En Italie, aux États-Unis, c'est des indices de flics. Il n'y a pas de problème, c'est une police parallèle. Bon, ils ont des prérogatives. Nous, on n'en a aucune. On est un citoyen comme les autres. Hein. On n'a rien de plus, rien de moins non plus. Et bon, on n'est pas des auxiliaires de police. Hein. Nous, contrairement à eux qui sont soi-disant des services publics, nous, on est un service public parce qu'on est au service du public. N'importe qui peut faire appel à nous. Et ça a été dur de créer cette petite affaire? De se mettre à son compte, tu veux dire? Ouais. A priori, c'est se mettre en cabinet, c'est pas plus dur qu'un toubib ou un dentiste, à part que le dentiste, il a besoin de... Bon, un toubib, disons, quoi.
Parce que bon, il a besoin d'une pièce, d'un bureau, bien souvent c'est l'appartement. C'est sa clientèle déjà, c'est ça le plus difficile. Au niveau de la clientèle, bon après c'est la pub, c'est du marketing. On peut s'adresser à des agences ou alors on peut faire soi-même. Faire soi-même c'est dangereux, s'adresser à des agences c'est pas mal mais c'est cher, donc il faut voir. C'est sûr qu'il faut un petit investissement, c'est se mettre à son compte, c'est créer une société. Bon. C'est à long terme quoi, ça, au bout d'un moment ça devient rentable. Ouais, ça peut même être rentable rapidement. Tu sais, une pub, t'en as pour 10 000 balles de pub dans un canard. Bon, 10 000 balles, tu fais 2 affaires, ils sont rentrés, 10 000 balles. Ouais, mais enfin, tous les jours, 10 000 balles. Non, mais une pub, c'est sur un périodique. Bon, ça te rapporte. En règle générale, c'est rentable. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle existe, la publicité. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut un petit peu d'argent pour le local, la secrétaire éventuellement, des papiers. Enfin, comme toute société, c'est pareil. Et t'as une secrétaire, elle te sert à quoi? Ta secrétaire, elle te sert à taper les rapports, elle te sert à faire des mailings si tu en vas en faire, enfin à te faire pour répondre au téléphone, pour avoir les clients, pour prendre des rendez-vous. Comme une société, c'est pareil. Et t'as tout ton petit... T'as tes archives et tout Les archives, on fait très très attention avec les archives, parce qu'il y a des collègues qui se sont fait piquer leurs archives. C'est important quand même. Ouais, c'est important. Ouais. On essaye de pas les avoir. En règle générale, au bout de 2-3 ans, c'est fini, il n'y a plus d'archives. On les détruit. Bon, on les garde parce que des fois les clients reviennent nous voir sur des affaires et puis bon, c'est bien d'avoir les anciens rapports pour savoir ce qui se passait. Quoi. Ah ouais, d'accord. Parce que pour avoir des numéros de voiture ou les descriptions des gens, des choses comme ça, qu'on puisse retravailler dessus. Et tu demandes jamais à des collègues de te prêter des archives ou des trucs comme ça? Non, ça se fait pas, ça. Non. Éventuellement, les contacts qu'on pourrait avoir, c'est si l'affaire avait été faite par un autre collègue, mais généralement le client nous le dit, ou alors on s'en aperçoit parce que l'affaire est grillée. Ouais. Parce que le gars il sait qu'il y a l'archi suivi, donc on sait qu'il y a déjà un collègue qui a travaillé dessus et éventuellement on contacte pour savoir ce qu'il y a eu de fait sur cette affaire. Et vous repassez pas les affaires justement? On se repasse pas les affaires, c'est vraiment très très rare, ça peut arriver si tu veux, dans le cas où par exemple imagine une nénette vienne nous voir et puis elle nous dit voilà suivez mon mari. Et puis imagine que le mari vienne nous voir aussi en disant suivez ma femme. Bon, dans ce cas-là, tu es bloqué, tu sais pas quoi faire. Bon, à ce moment-là, tu prends un des clients, tu prends ou la nénette ou le bonhomme, bon, celle qui est venue le premier. Et puis le deuxième qui vient te voir, tu lui dis non, je peux pas le faire, j'ai trop de boulot, et tu le renvoies à quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais ça arrive, ça, ce genre de choses, ça arrive. Il n'y a pas des affaires, je veux dire, que tu peux pas, quand tu te fais repérer par quelqu'un, justement, tu refiles pas justement à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse continuer, parce que toi, t'es repéré. Ouais, il y a assez de personnel dans le cabinet, c'est pour ça. Ah oui, parce qu'il y a du personnel en plus, t'es oui, pas seul. Bien sûr qu'on n'est pas seul. Et puis on travaille généralement, parce qu'il est tellement facile de se mettre à son compte, il suffit d'avoir une adresse, un numéro de téléphone, et puis au niveau statut, on est à son compte. Ah ouais, d'accord. Oui, tu vas ce qu'on appelle licence de détective dans les films américains, en fait, il suffit d'aller à la préfecture et de demander une autorisation. Si ton casier est vierge, tu ouvres une agence de détective, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, tous les gars qui sont salariés et puis qui sont salariés pendant 1 an ou 2 dans un cabinet qui commencent à savoir travailler, après se mettent à son compte. Mais ça les empêche pas éventuellement de travailler quand même pour d'autres cabinets, ce qu'on appelle collaborateurs de cabinet. Ils sont à leur compte, mais comme ils ont un petit cabinet avec des petites épaules, ils vont voir un cabinet à gros budget publicitaire qui les fera travailler. Ah d'accord. Voilà. Ouais, c'est bien. Bien, on va te laisser faire dodo tranquillement pour prendre dans les autres un petit peu.